D'abord, on se permet d'inventer. Vive l'imaginaire à l'intérieur de Murena. Nous ne sommes pas historiens, j'aime à le répéter, M. Delaby le répète également. Il y a aussi une note, je pense, à la fin du volume qui indique que nous ne sommes même pas tout à fait certains, nous ne sommes pas certains à 100% de la présence de Pierre à Rome à ce moment-là. Donc c'est dire si la rencontre entre Pierre et Néron reste à placer entre parenthèses. Mais là, c'est l'imaginaire qui fonctionne. C'est aussi notre travail, c'est le plaisir aussi qu'on a à travailler sur Murena, c'est de se confronter, de se frotter à tous les clichés inhérents non seulement au genre, mais à cette époque-là, via le fameux bouquin de Sienkiewicz, Quo Vadis, et la représentation cinématographique qui a été faite par Mervyn Leroy, avec un personnage de Pierre classique dans la nomenclature hollywoodienne, si je puis dire, le brave vieux sage à longue barbe, qui a tout vu, qui sait tout, etc., etc. Nous avons rajeuni Pierre. Et pour moi, ça fait partie des chocs graphiques de Murena, c'est d'imaginer un personnage moralement, vit de sa morale, vit de sa vie, son éthique, et de voir revenir le dessin de Delaby. Car ça, c'est un Pierre nouveau. C'est un Pierre que je n'avais pas encore vu, visuellement, graphiquement. Donc c'est déjà un personnage qui déclenche des mécanismes de création différents. Je m'éloigne de Quo Vadis, je m'éloigne de Sienkiewicz, je m'éloigne d'un tas d'acteurs, enfin, il n'y en a pas eu tellement, qui ont interprété Pierre. Et donc c'est ce physique-là, c'est cet acteur-là, c'est ce qu'a choisi Philippe comme dessin, qui aussi entre dans le scénario pour le perturber. Et c'est un personnage qui, du coup, peut vivre des scènes qui, à mon avis, sont inédites dans une fantasmatique du personnage de Pierre. Est-ce qu'on pouvait imaginer Pierre jouer au bras de fer dans une taverne fréquentée par des homosexuels? Pour nous, oui, je crois que c'est nouveau. Quand on contacte Pierre, quand on contacte ce mythe-là, qu'est-ce qu'on vous répond? C'est effectivement le fameux Quo Vadis. On le traite de façon un petit peu déviée, et c'est surtout, inévitablement, le martyr, la mort de Pierre. Que nous dit le cliché? Que nous dit l'histoire? Pierre meurt la tête en bas, crucifié. C'était intéressant, mais notre Pierre à nous, qui est issu d'un imaginaire qui se frotte à l'histoire, devait rentrer dans une autre logique que la tête en bas, à savoir dans la logique des épines. Les épines qui donnent le titre à l'album. Et donc, il y a cette thématique très simple dans l'album qui se décline en 3 parties. Les épines, je crois que c'est Pierre, une fois de plus, qui dit à Tigelin, à un moment dans l'histoire, tu as une épine dans le cœur, tu as le cœur empoisonné de fiel, de rancune, d'ambition perverse, tout ce que l'on veut. Et puis ce sont les épines qui lentement sortent pour attaquer la chair, qui déchirent, qui blessent la chair. Et ça, c'est notre supplice de la croix à nous. Il n'y a pas simplement la représentation historiquement assez exacte et même, je pense, très précise de M. Delaby concernant le supplice de la croix, mais il y a également la thématique de l'épine qui vient enrouler les corps des suppliciés. Et l'épine poursuit son mouvement de recul pour finir de façon ironique, people. Elle arrive sur des plats. L'épine est devenue un plat que l'on peut manger et autour duquel on peut plaisanter. Donc ça, c'était très important aussi. Quand vous avez des personnages, vous avez en général par album, l'album précédent, c'était la thématique du feu. Ici, c'est la thématique des épines. Les personnages doivent s'ajuster à la thématique de l'album. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Les épines. Et c'est pour ça que tous les personnages, quelque part, sont tributaires de ces épines. Ce n'est pas important, c'est essentiel. Je crois que tout mon travail et tout le travail de M. Delaby repose sur l'émotion. C'est important parce qu'en général, ce que l'on vous demande, et particulièrement en bande dessinée, et particulièrement sur les séries, c'est l'efficacité. Pour moi, l'émotion a toujours prévalu sur l'efficacité. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que lorsque vous traitez de l'émotion, vous ne coupez, vous ne montez pas de la même façon que lorsque vous voulez être efficace au niveau de l'action, par exemple. Donc nous nous permettons tous les deux des séquences plus longues.
des séquences où le plan qui ne se trouve pas sur la planche est aussi important que le plan qui se trouve dans la planche. Des moments de silence et des moments en dehors de l'espace que l'on présente au lecteur sont aussi importants parce qu'une émotion, c'est toujours quelque chose aussi que l'on ne dit pas, que l'on ne voit pas. Et pour moi, un album comme celui-ci, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi autour de l'album, en dehors de l'album. Et si nous avons bien construit la structure des épines, cela doit se sentir par une émotion véritable. Mais encore une fois, l'émotion, ce n'est pas toujours l'efficacité, parce que l'émotion, ça vous demande aussi de ralentir un rythme. Il n'y a pas un système, mais dans tout Murena, d'action pure, de spectacle pur. Il y a du spectacle, mais à chaque fois, le spectacle s'arrête pour laisser place aux hésitations, aux blessures, aux questions, aux fautes, aux erreurs, aux repentances, à la lâcheté. Donc il y a des sentiments humains. Et faire passer des sentiments humains, ça je peux en parler comme scénariste, et j'ai tout de même écrit pas mal d'albums, faire passer de tels sentiments par un dessin, il faut avoir le privilège et la chance que j'ai eu moi dans ma vie de rencontrer des dessinateurs de la force et de la puissance de M. Delaby. Par quel que soit le dialogue que je peux écrire, le plus beau dialogue du monde tombe en poussière s'il n'y a pas un regard dans le dessin. S'il n'y a pas une caméra placée au bon endroit, ni trop près, ni trop loin, ni trop à gauche, ni trop à droite, au bon endroit, il n'y a qu'un bon endroit. Pour une caméra, il n'y a qu'un bon endroit. Et donc c'est ça aussi qui fait que ce travail, que ce soit M. Delaby ou moi-même, nous avons toujours le même plaisir, parce que quelque part, l'émotion est restée du premier tome jusqu'à maintenant. Murena n'est pas devenu une machine à succès. Il faut être très conscient de ça. Murena n'est pas devenu une machine à succès. D'abord, quand nous avons démarré, ce n'était pas du tout le succès, parce qu'il n'y avait plus de péplum depuis 50 ans, et qu'on n'attendait pas vraiment le péplum. C'était tout de même avant le film de Ridley Scott, c'était avant le revival, si je puis dire, de l'antique. Il faut voir le nombre d'albums de bande dessinée qui ont suivi Murena. Donc nous n'étions pas partis vers cette mécanique du succès. Et quelque part maintenant, alors que cette mécanique du succès nous a englobés, ça c'est vrai, et nous en sommes très contents, et on ne va pas s'en plaindre, Dieu soit loué, quelque part, malgré tout, nous sommes toujours dans notre petite bulle émotionnelle. Nous sommes extrêmement attachés à ces personnages-là. Ces personnages-là, même à certains moments du récit, recoupent des moments que nous avons vécus nous-mêmes, des émotions que nous avons ressenties nous-mêmes, des moments de fragilité. Nous avons réussi à inscrire ces moments de fragilité dans l'album. Et c'est peut-être ça qui fait un peu la petite musique de Murena. Inévitablement, on a un attachement vis-à-vis de personnages, de beaucoup de personnages. Et il y en a qu'on aime particulièrement fort, je dirais. On est attaché, on y met quand même une bonne partie de soi, et puis vivre des années avec soi-même. Je pense que ça fait partie un peu de la famille, quelque part. Ils vivent avec nous, dorment avec nous, ils sont là, ils attendent. Moi, je quitte mon atelier, mais ils m'attendent le lendemain. Je veux dire, c'est quelque chose de très intense. Et à un moment donné, quand l'histoire le veut comme ça, on doit s'en séparer. C'est vrai que c'est douloureux, il faut faire une sorte de deuil. J'ai pas peur d'employer ce terme-là, parce qu'il y a une sorte de deuil. On sait que ce personnage ne reviendra plus. Mais c'est pour le besoin non seulement d'histoire, et puis ça apporte aussi une émotion très forte. Quand un personnage flamboyant, fort, avec une âme forte et noble disparaît, ça marque énormément. Mais ceci étant, je m'attache aussi sur des personnages qui sont complètement négatifs. Le personnage de Massam, qui est un tueur invétéré, j'ai beaucoup aimé le faire, le dessiner. Ça en vaut pour la même chose. Comment je veux dire ? C'est la même chose, pardon, pour tous les autres personnages. Je peux pas dire que j'ai un personnage qui vient en tête. J'ai une kyrielle d'acteurs sur lesquels je porte mon affection. J'aime bien, évidemment, quand il y a des trognes, des gueules à dessiner, et en l'occurrence, un tout dernier depuis, je dirais, deux albums,
C'est le personnage du fameux besogneux, là, ça c'était un réel plaisir, réel plaisir. Il y a un peu de moi, là-dedans, parce que il est vrai que cette grimace, etc. Moi, je me vois même encore devant la glace, essayer de mimer les attitudes. Ce sont des moments de plaisir aussi, c'est vrai. Vous voyez comme on peut, là c'est une belle preuve comme qu'on peut vraiment s'amuser comme deux ados, et ça c'est vraiment génial.